Nouvelle semaine, nouvelle édition. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du lundi 23 septembre 2024. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer, 37 candidats ont soumis leur dossier de candidature auprès de l'OVEC d'Antimjan jusqu'à aujourd'hui. Selon les responsables, ces candidats ne couvrent pas encore toutes les communes du district d'Antananarivo ou Atsimudjan. Ces responsables de l'OVEC qui ont appelé les candidats à ne pas attendre le dernier moment prévu le 26 septembre pour remettre leur dossier afin d'éviter d'éventuels incidents. Reportage signé Sylvain sur les images de Sech à Djianao. Sur les 26 communes qui composent le district d'Antananarivo à Atsimudjan, 4 communes n'ont pas encore de candidats au communal jusqu'à présent, notamment les communes de Tanzumbat, Itaos, Sualand et Ambatfavalu. Selon le rapport, 37 candidatures ont été reçues par l'OVEC ou organe de vérification et d'enregistrement des candidatures dans le district d'Antimjan. Il ne reste plus que 3 jours avant la fin de la réception des dossiers de candidature. L'OVEC appelle donc les candidats à ne pas attendre le dernier moment pour soumettre les documents. À noter que les candidats ne pourront plus corriger ou compléter les documents s'il y a des inexactitudes à ce moment-là. Le gouvernement a déjà facilité les procédures pour les candidats à travers les arrêtés publiés en fin de semaine dernière. À titre d'exemple, le certificat de citoyenneté malgache pour les candidats aux élections communales les plus exigées. Le chiffre d'affaires généré par les téléphonies mobiles à l'Artec en 2023 s'élève à 996 milliards d'ariars. Selon les informations, les appels sont les plus rentables, suivis par l'utilisation d'Internet, si la 4e place est occupée par les envois de SMS. Plus de détails avec Ruth Chrisel Rakout Malal. 18%, telle est la hausse du chiffre d'affaires de l'Artec par rapport en 2022, généré par les téléphonies mobiles selon leur rapport. S'il s'est levé à 844 milliards d'ariars en 2022, il est passé à 996 milliards d'ariars en 2023. Les appels restent les plus bénéfiques car 74% du chiffre d'affaires provient des appels, 742 milliards d'ariars, suivi de l'utilisation d'Internet, 17%, 172 milliards d'ariars. En 3e position vient l'achat de crédit, les flybox, etc. 4%, 39 milliards d'ariars. Et enfin, l'envoi des SMS d'environ 3%, soit 27 milliards d'ariars. Concernant l'utilisation des puces, 23,5 millions ont été actives en 2023, toujours selon les données. Dans un autre sujet, au cours de la première journée du sommet de l'avenir à New York, le ministre Marc-André Fontaine a participé à la réunion organisée par le Bureau de la Jeunesse des Nations Unies en compagnie du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Jeunesse et des Sports. Leur contribution s'est articulée autour du thème « Une perspective à long terme sur le climat et le développement durable ». Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a souligné dans son discours l'importance d'impliquer les jeunes dans la prise de décisions politiques et d'accorder une attention particulière aux enfants face aux diverses pressions environnementales qui les affectent. Ensuite, un moment historique pour Madagascar durant la semaine des Nations Unies, durant laquelle la Grande Île a été désignée à la vice-présidence de la 79e Assemblée générale des Nations Unies lors de l'ouverture du débat général du sommet de l'avenir le 22 septembre 2024. Rassat Faravavtavk, ministre des Affaires étrangères, a présidé une séance plénière dans la grande salle de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Madagascar se démarque durant cette 79e session de l'Assemblée générale et se fait une place particulière au sein des Nations Unies et aux côtés des 193 États membres. Durant ce sommet mémorable, la ministre des Affaires étrangères malgache a dirigé la séance axée sur la thématique des solutions multilatérales pour un avenir meilleur. Et le ministre de la Population et de la Solidarité, Raza Finzatu Aurélie, a effectué une visite dans la partie sud de l'île le week-end dernier, de passage à Antirabé vendredi matin. Elle a visité le village communautaire Antsapanimaaz et elle s'est rendue à Tolanar par la suite dans la région Adjoui et a été au chevet des familles victimes des attaques de Daal à Antanmoura Atsim. Elle a également assisté hier au paiement et au suivi de la mise en œuvre du projet Zaramir. Plus de détails avec
avec Mervoula Sferen. En raison d'un conflit entre les ethnies Antanos et Antanjoui qui a entraîné la destruction de nombreuses maisons dans le Fukuntan d'Andep, de nombreuses familles se sont retrouvées sans abri. Cet incident a occasionné des décès. Des responsables du gouvernement, dirigés par la ministre de la Population et de la Solidarité, Razaf Nzatou Aurélie, sont venus au chevet des victimes pour apporter des mots de réconfort aux familles endeuillées. Ces dernières ont également reçu des aides comme de la nourriture et des ustensiles. Ils ont été encouragés à inscrire leurs enfants à l'école. La ministre de la Population et de la Solidarité a commencé sa visite dans la partie sud de l'île dans la région de Vaknakarej. La ministre et les responsables locaux ont visité la construction de la nouvelle ville Antsapanmaaz, commune d'Ansuatani. Elle a examiné les obstacles et les moyens d'accélérer des travaux restants. Après cela, le centre pourra accueillir des personnes dans le cadre du projet Ankounanamiarn avant la fin de l'année 2024. La délégation conduite par la ministre Aurélie Razaf-Nzatou a également visité le centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale ou CRNM à Boissaratim. La manière d'accélérer la réalisation de cette infrastructure a été discutée à cette occasion. Une infrastructure conçue pour veiller au bien-être des habitants des environs, surtout en période de sécheresse et de catastrophes ou de menaces qui peuvent survenir. Ce projet a également pour objectif d'accueillir et de soigner les enfants les plus vulnérables victimes de la malnutrition. La ministre a également été à Tivour où elle a dirigé et supervisé la distribution de Zaramir. Zaramir, qui est un projet du gouvernement coordonné par le ministère de la Population et de la Solidarité, financé par l'UNICEF et mis en œuvre par le FID au niveau local. Il s'agit d'un projet conçu pour apporter des solutions aux ménages vulnérables en leur apportant un soutien financier afin qu'ils puissent être autonomes et capables de subvenir aux besoins de leur famille. Environ 5000 familles vulnérables y bénéficieront du 10e versement le 22 septembre 2024. Dans la commune d'Ambouvmbé-Andjoui, le ministre a réuni les associations de femmes. Elle les a exhortées à s'investir dans de nombreux domaines de production. Le ministre de la Population a souligné que la scolarisation des enfants est également un garant du développement. Poursuivons dans la partie nord de Madagascar, la réhabilitation de la commune d'Ambakiran en Bilbé est actuellement achevée. Les locaux ont été inaugurés le week-end dernier. Tous ceux qui se sont exprimés lors de l'inauguration ont affirmé que ce nouveau bureau qui est construit le long de la RN5K est une infrastructure aux normes. Toujours des détails avec Mervoula Sferen. La population d'Ambakiran, à Bilbé, a été en liesse lors de la réception de ces nouveaux locaux de la commune. Cette infrastructure qui n'a jamais connu de réparation depuis sa construction en 1966. Ambakiran dispose désormais d'une infrastructure Manara Pinch, comme les autres communes rurales de la région d'Iana, a déclaré le maire d'Ambakiran. La réalisation de telles infrastructures confirme la vision établie par le président Andradzuel, selon laquelle aucun district ne sera oublié. Ainsi, au vu de cette infrastructure, les communes rurales ne sont pas non plus oubliées en matière de développement. La fin des travaux pour ce bureau communal d'Ambakiran coïncide avec la réhabilitation de la RN5K. D'autre part, la réhabilitation des infrastructures publiques améliore également la qualité des services offerts à la population. Ce bureau dispose de 8 salles. Outre les bureaux du maire, de ses adjoints et de la secrétaire, il y a aussi une grande salle de réunion. Dans un tout autre contexte, la Miss Internationale Diaspora 2024 est actuellement dans le pays. La prise en charge des enfants jumeaux abandonnés à Manenzar est le projet qu'elle souhaite soutenir selon ses dires. Naomi Raharson participera également au concours Miss Madagascar 2024. Radou Ramanenzatouf. Naomi Raharson, 24 ans, est une jeune malgache résidant à l'île de la Réunion depuis sa petite enfance. Elle a participé au concours Miss La Réunion en août 2023 et elle a été couronnée Miss de cette île l'année dernière, ce qui lui a valu de présenter l'île de la Réunion lors du concours Miss International Diaspora 2024 qui s'est tenu à Paris. Elle a également remporté le titre de Miss International Diaspora 2024. Naomi Raharson est une judokate dans un club à La Réunion. Le fait qu'elle ait des frères jumeaux l'a encouragée à participer au concours de Miss, du fait que l'organisateur du concours possède une association qui s'occupe des jumeaux orphelins dans le district de Manenzar. Elle souhaite ainsi aider davantage ces jumeaux en difficulté, a-t-elle déclaré.
En tant que Miss Diaspora, Naomi fait également partie de celles qui participeront au concours Miss Madagascar 2024 qui se tiendra ce 28 septembre. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, il y a un an, l'offensive israélienne a causé, outre un lourd bilan humain et une grave crise humanitaire, un niveau de destruction sans parallèle dans le monde ces dernières années. Des centaines de milliers de déplacés vivent dans des camps de fortune et ces derniers jours, les fortes pluies dans la zone d'Al-Mawassi viennent s'ajouter au malheur des déplacés. Reportage signé France 24. C'est un endroit surpeuplé, désigné par Israël comme une zone de refuge pour les millions de Palestiniens déplacés par la guerre. Un immense camp pas du tout adapté aux premières pluies d'automne. Dès le matin, dans les rues, nous faisons appel à Dieu. Et si certains souhaitaient de la pluie, nous disons « Oh mon Dieu, ne nous donne pas de pluie ». Le camp s'étend sur une étroite bande côtière de 40 km² et abritait déjà il y a quelques mois des centaines de milliers de déplacés pour atteindre la densité record de plus de 30 000 habitants au km² selon l'ONU. Nous nous sommes réveillés ce matin et nos tentes étaient inondées à cause de l'eau de pluie et l'eau de la rue. Nous sommes sous l'eau, les enfants sont sous l'eau, la cuisine est complètement inondée. Tous nos matelas sont trempés. Ça concerne tout le monde ici. Il n'y a pas de tente imperméable. Il faut que les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme nous aident. Nous voulons que la guerre s'arrête. Retourner chez nous dans des maisons, pas dans des tentes. Le camp d'Al-Mawassi a été décrété zone humanitaire par l'armée israélienne elle-même. Mais le site est tout de même régulièrement ciblé par des frappes. Après les bombes, c'est désormais la pluie qui fait de la bande de Gaza un territoire invivable pour ses 2 millions d'habitants, dont 90% ont déjà été déplacés par la guerre, selon l'ONU. Ensuite, en Ukraine, sur le front Est, les troupes russes progressent. Elles intensifient leurs attaques aux abords du Donbass et c'était jusqu'à présent une logistique cruciale pour l'approvisionnement des troupes et des villes de la région. Et aujourd'hui, cet approvisionnement en eau, en gaz, en électricité est coupé et les habitants sont obligés de fuir. France 4. Dans ce village près de Pokrovsk, dans le Donbass, le moment est venu pour Irina et sa mère de fuir leur maison. La ligne de front se rapproche à mesure que les troupes russes avancent. Les deux femmes doivent partir avant qu'il ne soit trop tard. Elle a 86 ans et a déjà eu une crise cardiaque et un AVC. Nous avons essayé de l'évacuer une fois, mais sa tension artérielle a tellement augmenté que nous avons dû annuler. Ce n'est pas facile pour elle de se déplacer. Pourquoi je pars? J'ai peur. Je ne veux pas mourir ici sous les décombres de cette maison. La peur de mourir alors que la ville se situait à une époque loin de la ligne de front. Ses habitants ont vu des villes comme Bakhmout et Avdiivka être rasées. Nous ne pourrons plus jamais revenir, il ne restera rien. La maison n'existera plus. Des bénévoles de l'organisation caritative ukrainienne SOS Est aident des civils à quitter les zones dangereuses depuis le début de l'invasion russe. Les personnes âgées et vulnérables sont souvent les dernières à partir. Même avec toute l'expérience que nous avons acquise et toute la formation que nous avons suivie, voir l'état physique et émotionnel des gens, c'est toujours le plus dur. Pokrovsk est un centre logistique important. L'Ukraine dépend de ses liaisons ferroviaires et routières pour approvisionner ses troupes et les villes de l'Est. La Russie avance vers la ville. Son armée a progressé de 30 km au cours des 6 derniers mois. Avant la guerre, Pokrovsk comptait 60 000 habitants, mais les 3/4 ont quitté la ville. Les autorités ont ordonné une évacuation massive. Certains ont tout de même choisi de rester, ne voulant pas laisser leur travail
ou toute une vie de souvenirs derrière eux. Ici, c'est chez moi. Mes enfants sont enterrés ici. Où puis-je trouver un meilleur endroit? Il y a des bombardements partout. Et le loyer sera très élevé. Je n'ai pas l'intention de partir. Après avoir pris Avdivka, ils ont progressé si rapidement qu'il ne leur a fallu que 6 mois. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils avancent aussi vite. L'armée ukrainienne renforce les abords de Pokrovsk. Elle a récemment déployé des unités supplémentaires pour défendre ce point à la fois vulnérable et vital de sa ligne de front à l'est. Et pour terminer cette édition, l'armée israélienne a conseillé lundi 23 septembre aux Libanais de s'éloigner des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban, ajoutant que les frappes visant le mouvement islamiste allaient se poursuivre dans un avenir proche et qu'elles seraient plus importantes et plus précises. Reportage sur les images de France 24. بعض عم تضرب. Chers téléspectateurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de votre fidélité et ce soir, c'est soirée frisson avec Viva. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.